je suis maître de conférence en droit public sur le campus parisien de la faculté de droit de l'Université catholique de Lille. Je dirige donc la licence européenne de droit qui est trilingue sur le campus de Paris et qui est à la différence de la licence lilloise qui, elle, est bilingue. Mais M. Racah vous expliquera ça mieux que moi tout à l'heure. C'est lui qui dirige la licence sur le campus de Lille. Et par ailleurs, je dirige aussi le master franco-allemand et européen de droit des affaires en relation avec la faculté de droit de l'université de Passau en Bavière, en Allemagne. Voilà, donc ce qui nous intéresse ce soir, ça sera la licence européenne de droit. On va vous en faire une présentation, mais je laisse se présenter les étudiants ici présents et qui pourront également participer notamment aux échanges qui auront lieu de questions-réponses au terme de notre rapide présentation des deux licences européennes. Super, merci Xavier. Est-ce qu'il y a un étudiant qui souhaite commencer? Moi, je peux y aller si tu veux. Super. Ok. Alors, du coup, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Augustin Dante. Je pense que vous le voyez tous. Donc, j'ai fait la licence Euro en 3 ans. Je suis actuellement en master de droit européen international avec une spécialisation dans les droits humains. Donc voilà, si vous avez des questions, notamment sur les débouchés, sur tout ça, comment s'est passée ma licence, etc., je serais ravi d'y répondre. Donc voilà. Bonsoir à tous, moi je m'appelle Julie, je suis en troisième année de licence bilingue à Lille. Et avant d'arriver à Lille, j'habitais en Allemagne et à Düsseldorf. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Mallory et je suis aussi en troisième année de licence européenne de droit bilingue et je suis originaire de la Marne. Bonsoir à tous, je m'appelle Emma, je suis en deuxième année donc, de licence euro sur le campus de Lille et j'étais à l'origine originaire de Picardie. Et bonsoir à tous. Du coup, je me présente et que je m'excuse pour le retard. Aurélien Racah, j'ai fini mes études et je dirige la licence européenne de Lille. Et donc, je vous propose que avec Xavier, on présente les deux parcours. On projette, Très que bien. ce soit Emma, Mallory, Julie, Augustin, Rita aussi. Vous êtes de la partie ou vous êtes Oui, j'ai pas entendu votre présentation. Oui, oui, c'est parce que j'avais un Du coup, problème de si vous micro. voulez à n'importe quel moment rajouter quoi que ce soit, vous pouvez. Vous vouliez dire quelque chose, Rita? Pardon. Non, je disais que j'avais un problème de micro, mais ça s'est réglé. D'accord. Donc, vous n'hésitez pas à n'importe quel moment à vous présenter, enfin, ou à donner votre opinion sur les parcours ou ce que vous avez vécu. Comme vous savez qu'on a tendance à monopoliser la parole, vous n'hésitez pas à vous imposer. Alors, Ok, juste une merci. chose, Aurélien, juste pour préciser pour nos futurs étudiants qui écoutent, le fait qu'il n'y ait pas d'étudiants du campus parisien, c'est uniquement parce qu'ils sont en cours ce soir. Mais globalement, ceux de Lille pourront tout à fait témoigner, comme ceux de Paris, puisque ce sont des profils qui ont beaucoup de similitudes et leur témoignage sera tout à fait pertinent, même pour le parcours de Paris. Eh bien, on va vous expliquer pourquoi ils ont encore cours à cette heure-ci. Un programme un peu plus chargé sur le campus IC1 que lillois. Donc Xavier pour la partie ICN et moi-même pour la partie lilloise. Ce sont deux sœurs jumelles, les licences européennes, et elles ont toutes les deux un socle commun. Et évidemment, elles se distinguent sur quelques aspects. Ce qu'elles ont en commun, c'est l'unité de transition en septembre. Donc pendant un mois, tous les étudiants suivent le même parcours, à savoir ils apprennent à apprendre. Euh, ils suivent des cours de méthodologie en droit et en droit français et ils vont apprendre un peu à chercher
dans les ressources juridiques. Donc, c'est une mise en bouche et puis une introduction au système judiciaire français de manière à mieux appréhender les 3 années qui arrivent. À l'issue de l'unité de transition, ils sont soumis à une première série d'épreuves avec très peu de crédits impliqués, mais c'est un peu un moyen de réveiller les étudiants dès le premier mois sur la nécessité de travailler régulièrement. Euh, et donc, des examens assez rapides. Et en même temps, au mois de septembre, ils ont tous une remise à niveau linguistique qui n'est pas notée, mais qui permet de rafraîchir en anglais, en allemand, espagnol et puis en français pour les non-francophones, de se remettre à niveau. Et nous ne sommes pas une école de langue, nous sommes une faculté de droit. Donc, re- on demande à avoir un niveau B2 dans les langues d'enseignement, à savoir le français, l'anglais pour les 2 formations, et en plus, dans la formation ICN, l'allemand ou l'espagnol. Donc, un niveau B2 grand minimum qui a une tendance sur l'anglais à pencher plutôt vers un niveau C1. Si certains ne sont pas clairs sur ce que signifient ces niveaux linguistiques, vous n'hésitez pas à poser la question dans le chat ou directement et on y répond. Euh, de même que pendant les 3 ans, tous les étudiants suivent la même formation en droit français, en français. C'est ce que l'on a appelé pendant longtemps l'unité fondamentale, qui finalement aujourd'hui ne s'appelle plus de la sorte parce qu'aujourd'hui on note en compétences. On pourra également revenir sur cette modification des formations en compétences par la suite si vous le souhaitez. Mais le droit français est enseigné par des professeurs de droit français, donc principalement des enseignants de la fac de droit de l'Université catholique de Lille, sur ces 2 campus. Et les étudiants, donc, ils vont apprendre le droit privé, le droit public, que ce soit constitutionnel, administratif, le droit pénal, tous les aspects du droit national français. Et donc, il ne faut pas avoir de crainte là-dessus. La coloration, la spécialisation en droit international et en droit européen n'occulte pas la formation de droit français. Le diplôme d'État qui est délivré au bout des 3 ans est une licence de droit français avec une mention de la spécialité. Mais il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas une exclusivité sur le droit international et européen. C'est une pluricompétence sur le droit français, international et européen et comparé pour la formation ICN. Et ensuite, tous les étudiants suivent aussi des cours en anglais, de droit international et de droit européen. Alors là, la différence, c'est que la grande majorité de ces cours sont enseignés par ce que l'on appelle dans notre jargon des visiting professors. Ce sont des professeurs qui viennent des 4 coins de l'Europe principalement, certains de d'autres lieux du monde. On a quelques Brésiliens, Américains, euh, Chinois, Russes. Alors, on en a un peu moins dernièrement, comme vous pouvez le comprendre, mais on enseigne toujours, on a toujours une introduction au droit russe, par exemple, dans la formation lilloise. Euh, La plupart des autres cours sont enseignés par des professeurs venant d'Allemagne, du Royaume-Uni, de Belgique, d'Espagne, d'Italie. On a vraiment une riche diversité d'enseignants venant de partout. On en a à peu près 150 professeurs par an venant de d'autres pays, de d'autres universités. Et donc, c'est un socle commun à Lille et à Issy-les-Moulineaux d'enseigner ces matières-là. Enfin, les 2 autres points communs, ce sont les cliniques, c'est la pratique du droit avec des professionnels dès la première année, avec des avocats, des juristes, qui viennent montrer aux étudiants que le droit international européen n'est pas que de la théorie. Le droit international européen se pratique, même à un niveau très local, très régional ou national. Il n'y a pas besoin d'être uniquement dans une organisation internationale et européenne pour le pratiquer. Et donc, c'est pour cela que l'on a mis en place ces cliniques. Ce sont des pratiques du droit avec des professionnels. Et enfin, le dernier point commun, ce sont les stages. Les étudiants doivent tous réaliser, pour leur grande joie, 8 semaines de stage obligatoires et les réaliser hors de France, donc des stages internationaux. Là, ils pourront vous compter, les étudiants qui sont ici présents,
leur joie d'avoir réalisé non seulement les stages et leur rapport à l'issue de leurs 3 années. Je laisse la parole à Xavier sur la suite, sur cette slide-là. Changer un Oui, peu de voix. très bien, merci Aurélien. Donc, il y a vraiment une dimension européenne, internationale dans ces formations. Cela, bien sûr, au niveau linguistique, mais aussi au niveau des droits qui sont appris et qui vous permettent de pouvoir évoluer dans des univers juridiques différents. Et c'est vraiment l'un des atouts et l'une des particularités de la licence européenne, qu'elle soit lilloise ou parisienne d'ailleurs. Alors, M. Raka évoquait le rôle des visiting professors qui viennent et qui représentent à peu près 60% des enseignants qui participent à cette licence européenne et qui viennent en effet d'universités très réputées en Europe et aussi au-delà de l'Europe, hein. On avait même à Paris un enseignant qui revenait spécialement de Hong Kong pour enseigner ici. Donc c'était particulièrement intéressant et cela permet aussi, ce n'est pas simplement un gadget, ça permet de bénéficier des modalités d'enseignement du pays et des modalités d'évaluation aussi du pays, donc de se trouver dans une véritable immersion puisque les cours sont donnés en langue étrangère et l'enseignant ne reprend pas bien sûr en langue française ce qui est dit en langue étrangère. Simplement, il ne faut pas non plus trop s'inquiéter, c'est-à-dire que ils ont un savoir-faire, nous avons un savoir-faire dans cet enseignement multilingue, et au départ, les choses vont un petit peu plus doucement. On n'a pas les exigences en linguistique en L1 que l'on a en L3, bien évidemment, et simplement les choses progressent, et au fur et à mesure des années, on vous accompagne de formation linguistique, c'est-à-dire qu'on vous aide à vous perfectionner, à avoir une meilleure compétence linguistique et en droit, en terminologie aussi juridique étrangère. Euh, la méthodologie est aussi quelque chose d'important parce que on ne travaille pas en droit étranger tout à fait comme on travaille en droit français. Donc, vous aurez accès à la méthodologie en droit français. Il y a des tutorats, des séminaires de méthodologie. Donc, ça, vous allez en profiter pour le droit français comme une licence classique, mais vous allez aussi accéder à la méthodologie en droit étranger. Et puis, sur les modalités d'enseignement, notamment pour les cours en droit français, vous bénéficierez de pré-read, c'est-à-dire de documents à lire avant les cours et qui vous permettent d'être plus les acteurs des cours, de pouvoir participer de façon plus active, de poser éventuellement des questions, ce qui fait que les cours magistraux ne sont pas simplement quelque chose de vertical, de descendant, mais quelque chose que l'on souhaite également interactif. Voilà ce que l'on pouvait dire rapidement sur les méthodes, modalités pédagogiques. Je te laisse la parole, Aurélien, peut-être pour la suite. Est-ce que sur les premiers points, les étudiants qui sont ici présents veulent rajouter des éléments? Peut-être nous faire un petit retour sur leur stage? Allez. Alors, du coup, je vais commencer. Donc, moi, j'ai fait un stage au service juridique international de Decathlon. Donc, c'était en entreprise. Ça s'est très bien passé. Force est de constater que c'est préférable d'effectivement faire donc de partir à l'étranger, etc. Il y a eu quelques enfin, ça aide beaucoup dans là, donc je disais dans la construction de mon dossier, etc. Je me rends compte qu'une expérience à l'étranger pour un dossier qui vise à être européen, etc., est hyper importante. Donc pour faire les stages, il y a quelques aides qui sont mises en place, notamment Monsieur Raka ici présent qui peut aiguiller, indiquer, conseiller, etc. Donc je parle pour le campus de Lille, mais j'imagine que à Issy-les-Moulineaux, c'est assez identique. On a aussi le Career Center qui peut aider pour notamment la construction des CV, l'aide de motivation, etc. Donc c'est assez bien.
assez bien fait. Et voilà, donc concernant les stages, donc il y a 4 semaines au niveau national, je ne sais pas si ça a changé ces règles-là. Mais c'est 4 semaines nationales et 4 semaines obligatoires à l'international. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire 8 semaines à l'international. Et donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Alors, je me Rita, vous permets de voulez prendre la rebondir. relève? Ah, excusez-moi. On avait une question dans le chat. Pardon. Est-ce que l'on attend de nous que l'on fasse un stage dans un type d'entreprise particulier? Non, non, il faut que ce soit un stage juridique à l'international. On a une certaine flexibilité sur le concept de à l'international. Idéalement, c'est hors de France. Mais tous les étudiants n'arrivent pas à trouver de stage hors de France. Donc, par exemple, l'exemple de Monsieur Dorn en est un bon. Si c'est un service juridique d'une grosse entreprise, on a tendance à les valider. Mais beaucoup d'étudiants réalisent leur semaine de stage en cabinet d'avocat à l'étranger, dans des ONG, dans des entreprises aux quatre coins du monde. Donc, Des non, organisations internationales aussi, hein. donc, il n'y a pas un profil figé, mais plus des conditions. Super, Rita, merci. est-ce que vous prenez la suite? Oui, alors j'ai pas eu l'occasion de me présenter, mais je m'appelle Rita Smoyan et j'ai aussi fait une licence européenne de droit à la Cato. Et en ce moment, je poursuis dans la voie internationale et je suis en master 1 de droit des affaires et de la concurrence à la Cato. Et en ce qui concerne les stages, j'ai eu l'occasion d'effectuer mon stage à Madrid dans un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit des affaires. Et la recherche de stage peut paraître difficile au début, mais il faut pas stresser si on prend le temps de bien chercher, si surtout on s'y prend à l'avance. Normalement, on ne devrait pas avoir trop de mal à chercher. Il faut surtout prendre l'initiative. N'hésitez pas aussi à contacter, à envoyer vos CV un petit peu dans les entreprises ou dans les cabinets qui vous intéressent. Et généralement, ils répondent, donc soit c'est oui, soit c'est non, mais en tout cas, il faut pas hésiter à prendre l'initiative. Et à partir du moment où vous savez que vous devez faire un stage à l'international, je vous conseille pas de vous y prendre à la dernière minute, mais de prendre le temps de bien chercher. Et surtout, c'est important, c'est une opportunité. Et surtout, ça, vous devez le faire dans un endroit qui vous intéresse un minimum. Donc, pour ça, il faut faire plein de recherches. Mais tant qu'on s'y prend à l'avance, il n'y a pas de problème. Je pense que vous n'aurez pas du mal à trouver. Et alors, si je peux ajouter juste une petite chose, c'est en effet important, le choix du stage, car c'est quelque chose qui vous servira pour valoriser votre CV et il est important qu'il soit en cohérence avec ce que vous visez, aussi bien professionnellement ou pour la suite de vos études que les deux choses se valorisent, aussi bien votre formation que votre stage. Et puis, pour la recherche de stage, il ne faut pas oublier les alumni, c'est-à-dire les anciens étudiants. Nous avons tout un réseau qui est important et auquel vous pourrez aussi vous adresser potentiellement pour demander des conseils. Certains sont même déjà dans la vie professionnelle. Alors, ils ne sont pas forcément des pourvoyeurs de stage, mais en tout cas, ils peuvent vous aiguiller, vous donner des conseils pertinents, de même que vos visiting professors qui ont parfois des nombreuses connexions dans le milieu professionnel. Et ici, j'en ai vu qui sont allés faire des stages chez le défenseur des droits de Castille et Léon, à la Cour suprême de Catalogne aussi, enfin dans différentes institutions, grâce au soutien, aux recommandations, aux conseils des visiting professors. On va peut-être passer à la slide suivante. Ouais, et puis éventuellement, bon, après, on va avancer. Et puis, Oui, les posera la deux autres question. ambassadeurs qui n'ont pas pu présenter leur parcours, ils le feront après. Le taux de réussite, il est fluctuant en fonction des années. Vous l'imaginez bien qu'il est pas, on n'a pas de quota de réussite à la fin de la première année. L'année passée, donc on est à 71% de taux de passage. On oscille, on va dire, entre 60 et 80 en fonction des années. Ça reste largement supérieur aux universités publiques. Je sais pas les chiffres officiels, mais ça dépend des formations. Mais
dans les universités publiques, on est entre 20 et 30%, aux alentours de 30% de taux de réussite. Là, ici, avec l'accompagnement et le fait d'avoir des petites, des, des- des cours avec une taille réduite d'étudiants, on atteint des taux de réussite un peu plus élevés. La notation ne l'est pas, on n'a aucun favoritisme et la notation a plutôt tendance à être normale ou voire stricte, mais euh, on est sur un chiffre assez positif de taux de réussite. On saute du coq à l'âne. Tous les étudiants de nos formations euh, peuvent prétendre à une mobilité en troisième année d'un semestre auprès d'un de nos partenaires. Alors, les partenaires Erasmus en Europe, et puis potentiellement une mobilité d'un an auprès d'un de nos partenaires hors Europe. Alors, il a été décidé de limiter à 6 mois à partir de l'année prochaine. C'est pour aussi indiquer à Xavier que ça a été validé. À partir de l'année prochaine, toutes les mobilités Erasmus sont limitées à 6 mois. Et hors Europe, à partir de la quatrième année, ce sont des mobilités sur un an. On nous oblige aujourd'hui à calculer l'empreinte carbone de tous les déplacements. Et c'est pour cela on a revu les périodes de mobilité en fonction de cela. Euh, Vous retrouvez toute la liste sur les sites internet donc de la faculté, vous l'avez à l'écran pour la liste des partenaires Erasmus et la liste des partenaires hors Europe sur le site de l'université dans la rubrique partenariats internationaux. Ensuite, on a également une série de partenaires codiplômants euh, en niveau master, alors principalement avec les États-Unis et l'Allemagne. Celui avec le Portugal, pour l'instant, est suspendu, mais là, cette année, on a 25 étudiants qui sont partis au deuxième semestre aux États-Unis pour obtenir un master français, un master américain, et ensuite, certains souhaitent passer le barreau aux États-Unis. Il existe des passerelles entre le système américain et le système français. Et donc, aujourd'hui, l'une des tendances, c'est d'aller chercher un double barreau euh, principalement pour ceux qui sont en droit des affaires. Alors, je ne sais pas si les étudiants qui sont ici en master ont le souhait d'y aller. Rita, vous avez le souhait d'aller aux États-Unis l'année prochaine, par exemple, ou non? Je réfléchis encore à cette proposition. Bientôt, on a une conférence pour expliquer un petit peu comment ça marche. Donc, je pense que mon choix va se confirmer après cette Il y a conférence. beaucoup d'étudiants qui sont dans la filière droit des affaires qui souhaitent aller chercher cette codiplomation américaine. Et donc, ça leur donne des crédits et certains peuvent passer, enfin, ceux qui le souhaitent peuvent passer le barreau aux États-Unis. Et ensuite, on a un double diplomation qui est dirigé par Monsieur Pacro. Peut-être que c'était le mieux placé pour en glisser un mot, Xavier, même si c'est pas le lieu pour présenter le master, mais Oui, je ne vais pas faire une présentation exhaustive, c'est juste un master avec l'université, la faculté de droit de l'université de Passau en Bavière, en Allemagne, et donc une double diplomation. On passe un an sur le campus de Passau et un an sur notre campus ICA, en fait parisien. Et au terme de cette formation, vous avez un diplôme de master et un LLM dispensé par l'université de Passau. donc ça, Est-ce c'est que pour les certains... germanophones. pardon. Oui, Oui. allez, vas-y, Lucie. Est-ce, est-ce que certains étudiants veulent nous parler de leur mobilité, peut-être, à l'étranger? Il y en Si a qui sont certains sont partis. partis en Erasmus, peut-être? Ça me dit rien, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Mallory, Julie? Non, ce sont des études. Bah, si elles sont là, c'est que Moi, elles sont pas j'ai pour parties. projet de partir en Erasmus l'année prochaine, mais du coup, là, pour le moment, j'ai pas encore fait de mobilité. Ok, super. Bon, bah, Merci, on vous Mallory. rappelle dans 2 ans à votre retour. Alors, C'est ça. il y a une étudiante qui pose une question, je crois, dans le chat. Ah, Sur le barreau, l'accès au barreau américain en tant qu'étudiant de la Cato. Peut-être peux-tu préciser, Aurélien? Alors, dans le système européen, chaque semestre, on obtient ce que l'on appelle 30 ECTS. Ce sont les crédits européens. Et toutes les universités européennes ont le même système d'accréditation. 30 crédits par semestre, évidemment 60 par an.
Et il en faut 180 pour valider une licence et 120 pour valider un master. Aux États-Unis, ils ont un système qui est propre aux États-Unis d'accréditation et ils en ont moitié moins. C'est-à-dire que chaque semestre, ils obtiennent 15 crédits américains. Dans le cadre de cette double diplomation entre notre université et celle du Delaware, les étudiants obtiennent 15 crédits américains sur les 24 requis pour passer le barreau aux États-Unis. Donc, ceux qui souhaitent passer le barreau aux États-Unis doivent rester un semestre supplémentaire pour combler les 9 crédits américains manquants. Et à l'issue de ces 9 crédits obtenus, les étudiants peuvent passer le barreau. La grande majorité sont sur le barreau de New York, quelques-uns passent le barreau de San Francisco après une préparation. Il faut se préparer financièrement et il faut se préparer également en droit américain. Euh, voilà. Et donc, il faut apprendre, il y a toute une série de matières spécifiques une fois que vous avez déjà les prérequis concernant les crédits. Je ne sais pas si ça répond correctement à votre question, mais c'est pour faire court. T'as vu, Lucie? Je fais tout pour faire court. C'est merveilleux. Merveilleux. Alors, on continue. On en était où? On en était au partenariat. Eh ben, vous avez une liste ici. Magnifique carte fabriquée par Lucie, d'ailleurs. De nos partenaires. Alors, ça, ce sont nos partenaires directs de la faculté de droit. Ce sont tous les endroits où vous pouvez aller pendant un semestre ou un an, en fonction des destinations. Et puis en fonction des crises, évidemment. On n'envoie pas nos étudiants dans les lieux en crise, quelle qu'elle soit, vu tout ce à quoi certains pays sont confrontés, évidemment. Il a fallu suspendre ceux qui étaient proches de lieux de conflit ou enfin directement concernés par les conflits ou proches de lieux de conflit. Voilà nos magnifiques étudiants, pour vous montrer à quel point ils sont beaux. Donc, les Voilà, et différentes qui promotions. ont l'opportunité aussi de se déplacer parfois dans le cadre de leur formation. Est-ce que c'est les photos d'après? Non, ah non, ça il y a un peu de tout ici. Bon, bah, eh bien, écoutez, on vous remercie pour votre attention. On va répondre à vos questions. Ce sera le plus simple pour interagir avec vous. Et puis, si les questions n'arrivent pas tout de suite, on pourra demander aux étudiants ici présents de continuer à présenter leur parcours. Vous avez quelques questions. Avez-vous des partenariats avec des pays d'Afrique? Alors, il faut reconnaître que c'est un peu le continent avec lequel on a le moins d'échanges. Alors oui, on en a. euh, Pas à la faculté directement, mais l'université. Au niveau de l'université, il est possible de partir pendant une année en mobilité en Afrique. Euh, Là, par exemple, ce mois-ci, on accueillait des collègues de Yaoundé, donc l'université au Cameroun. C'est lui qui s'appelle l'UCAC, l'Université catholique d'Afrique centrale. On en a d'autres encore, mais alors je ne suis pas assez calé sur la question pour vous donner le nom précis des universités. Je ne peux que vous inviter à aller regarder sur le site qui est indiqué auparavant et vous aurez la liste des partenaires concernés. Je ne sais même pas si on a déjà envoyé un étudiant dans un pays africain. Euh, on n'a pas, Comme on a beaucoup ciblé sur des programmes de droit international et européen, principalement en anglais, on cherche des partenaires qui assurent des enseignements dans les langues concernées et sur les matières et langues concernées. Et on a eu du mal jusqu'à présent à trouver des partenaires qui nous correspondaient en Afrique. Mais on y travaille activement. Hum, Ça fait partie des lieux où on voudrait rajouter des points dans la carte, sur la Merci, carte. Aurélien. Alors, est-ce qu'il y a pour la licence de Issy-les-Moulineaux des cours de maths? Alors, non, il n'y a pas de cours de maths. Je pense que les cours de droit en trois langues sont suffisants, largement suffisants.
et nous n'avons pas de cours de maths qui s'associeraient à des cours de droit. En revanche, je tiens à repréciser justement que c'est la différence, hein, je pense que c'est important que ce soit compris, entre ici et Lille, il n'y a pas de concurrence. Ce sont deux licences d'une même famille, mais qui ont cette particularité, c'est-à-dire celle d'ici où on est trilingue, c'est-à-dire on pratique le droit étranger et européen en trois langues, alors à Lille, c'est essentiellement l'anglais et le français, avec une ouverture linguistique sur d'autres langues, mais un panel plus large, puisqu'ici, nous n'avons en deuxième langue que l'espagnol et le français. Et Aurélien, il y a beaucoup plus de langues, hein, pour la troisième langue à Lille qui sont proposées, mais c'est des cours de langue uniquement. On ne va pas faire des cours de droit étranger. Exactement. On vous invite à regarder la liste des matières sur les sites internet. Vous avez tous les programmes complets avec les cours qui sont enseignés. Alors, il y a également une question, combien d'élèves y a-t-il par promotion sur chacun des campus? On peut peut-être laisser la parole à l'un de nos étudiants. Allez, on va Emma, voir s'ils Julie, savent combien ils sont. est-ce que vous souhaitez parler un petit peu de votre vie sur le campus? La taille des promotions, peut-être? Alors, la taille des promotions, je ne saurais dire à ici. Par contre, à Lille, on est environ 170 en première année. Et merci. Et ça diminue un petit peu. Après, il faut pas avoir peur. Ça diminue pas forcément parce que les élèves sont pas capables d'avancer. C'est aussi beaucoup parce qu'il y en a qui se rendent compte que le droit, c'est pas forcément ce qui les intéresse. Donc, on est plutôt 70 à 90 en dernière année. Et voilà. Donc, je Pas pense mal. que c'est à peu près les C'est bien, chiffres vous corrects. êtes à jour, hein. Sur le campus d'ici, on est à 80-85 et le taux reste à peu près constant jusqu'à la fin. Il y a parfois une petite baisse, mais voilà. C'est à peu près le niveau. Ça va peut-être augmenter de 5 étudiants l'année prochaine, mais on reste dans cette fourchette. Sachant que l'on aura donc un nouveau campus ici à Moulineau en 2024, normalement, qui nous permettra d'accueillir encore plus d'étudiants en licence. Voilà. Un très très beau campus Un qui très est beau sur le campus. bord de la Seine, dessiné par Jean Nouvel, et avec un jardin très très joli. Et vous en avez d'ailleurs des photos à l'écran. Voilà. Est-ce qu'un autre étudiant souhaite intervenir, nous parler peut-être de la répartition sur la semaine, des cours en amphi, des cours en TD en plus petits groupes, nous expliquer un peu en fait la journée type d'un étudiant en licence européenne? Bah, je peux le faire si vous voulez. Super, vas-y Emma. Bah alors c'est assez variable la journée type d'un étudiant. Moi j'ai tendance à dire qu'en licence euro on n'a pas vraiment de journée type même si on a quand même des créneaux particuliers. Par exemple en première année on va dire que c'est plutôt le lundi qui est le plus chargé. Je sais qu'on faisait 8h 19h si je me trompe pas. Après pour le reste de la semaine ça peut être un peu plus léger mais c'est vrai que la vie d'un étudiant en droit j'ai tendance à dire elle est pas forcément uniquement sur les cours. Bien sûr, c'est notre priorité, mais on fait aussi les associations à côté. Et donc, c'est l'avantage aussi de pouvoir sortir un petit peu la tête des cours avec des associations super variées. Donc, à la FLD, on en a beaucoup qui sont très, très variées. Donc, pareil, je pense que vous pourrez trouver votre bonheur facilement. Merci Emma. Pour rajouter sur la semaine, en fait, en première année, on a ce qu'on appelle le One Week, One Course. Donc, en fait, on a un cours qui est donné dans les deux matières fondamentales. Et le lundi, comme ma camarade l'a dit, on a tous les cours magistraux. Donc, c'est les cours en amphithéâtre avec un professeur qui nous fait cours sur un pré-read qu'on aura eu à l'avance. Pendant toute la semaine, on a l'opportunité de travailler le cours qu'on aura eu. Et enfin, les jeudis et vendredis, on a les cours de TD. Donc, c'est-à-dire les cours où on va être 20 à 25 maximum d'élèves par professeur. Et on va revoir le cours et surtout voir la méthodologie avec un professeur de TD qui est là pour nous accompagner et nous apprendre toute la méthodologie dont on a besoin en droit. Et c'est vrai qu'en droit, on a besoin de beaucoup de méthodologie, c'est très important. Donc,
Donc, ce qui est bien avec ce que je disais, le One Week, One Course, c'est que on voit un cours en début de semaine et on apprend la méthodologie avec ce cours-là en fin de semaine. On Alors, devrait vous laisser parler, on vous présenter mieux que nous. oui. Alors, il me semble avoir une question sur les matières les plus regardées sur les bulletins concernant Parcoursup pour la licence d'ici les Moulineaux. Bon, alors, bien évidemment, on regarde la notation des cours de langue, c'est un élément important. Question qui est souvent posée, nous tenons compte aussi des différentes modalités d'évaluation des lycées, des établissements qui ne notent pas tous de la même façon. Certains sont plus exigeants que d'autres et nous les connaissons. Euh, alors, il y a cette exigence d'un niveau B2. Néanmoins, ce que je demanderais aux étudiants, c'est de ne pas s'auto-censurer. C'est-à-dire de se dire, oh, mais peut-être que l'anglais, j'y arriverai, mais la deuxième langue, je n'y arriverai jamais ou quoi que ce soit. Il faut nous laisser la possibilité d'évaluer. Si vous faites le choix de la licence européenne, que ce soit ici ou à Issy-les-Moulineaux ou à Lille, de toute façon, vous aurez un test et un test notamment d'évaluation linguistique qui nous permet de vérifier cela. Et cela ne, ne doit pas vous conduire à vous inquiéter outre mesure. Si vous avez des certifications extérieures comme le Cervantes, le TOEIC, le TOEFL ou Cambridge ou autre, vous pouvez les associer à votre dossier, vous pouvez l'indiquer et il est important de bien préciser les choses hein, dans la lettre de motivation. Et au-delà des cours de langue, qui est un premier repère, il y a bien sûr toutes les autres matières. Alors, les étudiants ne sont pas forcément égaux dans toutes les matières. On attend qu'ils aient une moyenne quand même normalement qui devrait être au-dessus de 12-13. Mais globalement, donner une moyenne en dessous de laquelle on ne regarderait pas les dossiers serait arbitraire. Parce qu'il arrive que des étudiants qui ont des difficultés parfois au lycée se révèlent complètement à l'université. Et quand on traite les dossiers sur le fond, que l'on regarde les appréciations, le parcours de l'étude de l'élève au lycée, on peut déceler des étudiants qui ont cette capacité et donc les accepter quand même en licence européenne de droit. Donc il faut vraiment nous laisser procéder à ces arbitrages, à l'étude de votre dossier. En revanche, soignez bien votre dossier sur Parcoursup, répondez bien à tout, faites une lettre de motivation personnelle et, euh, et après nous faisons de l'autre côté le nécessaire. Nous regardons bien tous les dossiers, les appréciations des enseignants, les notations pour certains qui ont déjà les notes du bac aussi, ça compte. Donc voilà ce que je pouvais ajouter sur ce qui est pris en compte et pas spécialement les notes des disciplines scientifiques ou les disciplines littéraires. Le droit a pour spécificité d'appeler autant de la rigueur des disciplines scientifiques qu'aux capacités de rédaction ou orale des disciplines littéraires. Donc les deux sont importantes pour nous. Si je puis juste me permettre, juste pour compléter, parce que c'est vrai qu'avec les spécialités, il y a beaucoup d'élèves qui sont un peu inquiets et qui disent est-ce qu'il faut forcément prendre une matière en spécialité ou non? La licence de droit accueille autant les élèves qui ont pris des matières scientifiques, comme vous l'avez dit, Monsieur Pacro, que des personnes qui ont pris des spécialités littéraires. Donc même si vous avez pris SVT, physique et maths, vous avez plein de qualités logiques qui appartiennent beaucoup aux matières scientifiques qui vous seront très utiles pour vos raisonnements juridiques, autant que si vous avez pris des matières plus littéraires, genre de la SES ou AGGSP, etc. Et d'ailleurs, il y a une question, savoir si on peut postuler à la fois à Lille et à ici. Oui, bien sûr, vous pouvez postuler aux deux licences européennes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que d'autres étudiants veulent donner peut-être un petit conseil aux futurs, enfin, aux lycéens qui souhaitent postuler chez nous? Je suis pas sûr qu'on ait répondu à toutes les questions. Regardez si vous remontez un petit peu dans le chat, il y a d'autres. Alors, Alors, savoir si cela correspond à deux vœux lorsque l'on postule à ici et à Lille, il me semble que la réponse est oui. tout à fait. Donc c'est bien un vœu par campus.
N'hésitez pas également à allumer votre caméra et poser vos questions de vive voix, Je suis pas si vous sûr le qu'on ait souhaitez. répondu à la question du taux d'admission, hein. Alors, oui, peut-être raté. Alors, Effectivement, quel est le taux d'admission par rapport au nombre de candidats? Quel profil spécialité ont en majorité les étudiants retenus? Qu'est-ce qui veut répondre à celle-ci? si tu veux, je veux bien commencer à donner quelques éléments, Aurélien, Ouais, c'était pour concernant. donner la parole un peu à nos ambassadeurs, voir Oui, alors, si... juste Non, on peut leur donner la parole et puis on complète nous. lié au fonctionnement de Parcoursup, hein, c'est juste ça, parce que c'est une sorte de cuisine interne que nous faisons. À savoir que vous pouvez postuler et être sur liste d'attente, mais être sur liste d'attente ne veut pas dire que vous n'avez pratiquement pas de chance d'être pris. Bien au contraire, une grande partie de la liste d'attente, on peut dire même la quasi-totalité, remonte au fur et à mesure, puisque comme vous faites énormément de choix, eh bien, à un moment, des étudiants se désistent et vous êtes amené, votre candidature est amené à se présenter pour pouvoir être retenu. Donc, sur ce plan-là, il ne faut pas avoir d'inquiétude. Si je peux ajouter quelque chose pour les... Donc ça va répondre à deux questions pour les lettres de motivation et les moyennes. Effectivement, faut vraiment pas s'inquiéter. Donc moi, faut pas prendre exemple sur moi, mais j'avais une moyenne qui était plutôt basse au lycée, entre 10,5 et 11. Donc j'étais très très loin sur liste d'attente. J'ai eu une Ah grosse bon? frayeur. Oui, ouais. Ah bon? Ah d'accord. J'étais dans les 546 sur liste d'attente. Donc, prenez pas exemple sur moi parce que, évidemment, c'est mieux d'être assuré et de s'assurer une place. Mais au final, voilà, 546e sur liste d'attente, je m'en souviens très bien. Et au final, j'ai quand même pu accéder à la licence. Et aujourd'hui, bon, en licence, ça a remonté doucement. Et là, en master, je m'en sors très, très bien. Donc, donc, tout est possible. Voilà. Ok. Si je peux rajouter pour les lettres de motivation, c'est en fait, vu que vous allez postuler pour une licence internationale, le but c'est de montrer votre intérêt pour l'international, votre intérêt pour découvrir d'autres matières de droit que ceux du droit français. Et surtout, n'hésitez pas à mettre en avant vos expériences. Si vous avez par exemple fait anglais euro euh, au lycée, n'hésitez pas à le mentionner. Si vous avez été en Erasmus ou si vous avez pu effectuer des échanges durant vos années de lycée ou vos années de collège, n'hésitez pas à mettre tout ça en avant parce que au fond, effectivement, il y a le côté des notes qui peut intéresser, mais il y a aussi le côté des expériences et l'intérêt que vous portez pour le côté international de la licence qui est important. Voilà. C'est-à-dire, Concernant en réalité, la perspective dans laquelle vous vous placez pour faire ce choix d'une licence européenne, que ce soit pour la suite de vos études ou une perspective professionnelle plus lointaine, même si elle pourra évoluer au fur et à mesure de vos études. Voilà, il faut que l'on puisse ressentir votre motivation pour effectuer ce parcours particulier. Je voulais Alors, juste dire, concernant vas-y, la Augustin. question pour les contacts des ambassadeurs, il y a une page sur le site de la Cato, une page e-ambassadeur où vous pouvez nous retrouver. Ce ne sera pas forcément nous, mais bah voilà. Le lien vient d'être envoyé dans le chat et comme ça, vous pouvez nous envoyer des mails et poser vos questions directement si vous voulez par mail ou s'il y en a d'autres qui vous viennent à la suite de cette réunion, ça peut être intéressant pour vous. Alors, concernant la question sur le fait de vivre dans un pays étranger et d'être dans un lycée français, nous avons en effet au sein des licences européennes, à Lille aussi, des nombres d'étudiants qui viennent aussi de ce type de parcours. Bien sûr, cela prépare bien parce qu'on est amené à parler des langues étrangères, on se retrouve immergé dans un milieu multiculturel ou au moins d'une culture étrangère, et cela peut être favorable, oui. Justement, si je dis pas de bêtises, on a Julie, qui me semble vient du lycée français du Düsseldorf. Tout à fait. Si tu veux nous parler un petit peu de ton Alors, expérience. moi, j'ai toujours été expatriée, donc mon père a toujours travaillé à l'étranger. Et enfin, j'ai été depuis le CM2 jusqu'à la terminale au lycée français de Düsseldorf. C'est vrai que
principalement, la chance qu'on a dans les lycées français à l'étranger, c'est les cours de langue qui sont donnés par des professeurs en général du pays où on est résident. Donc moi, personnellement, les cours d'allemand. Mais ça peut être pareil pour les cours d'anglais. On a souvent un niveau qui est bien meilleur, malheureusement pour les Français qui pas assez bon, mais bref. On a un niveau qui est assez bon en langue et ça, c'est un avantage surtout pour cette licence. Et puis, culturellement parlant, c'est une chance aussi de pouvoir connaître différentes cultures et d'avoir vécu à l'étranger. C'est un plus, même pour vous personnellement, c'est une chance. Merci Julie. Alors, un score de 880 au TOEIC est-il suffisant pour participer à la licence? Oui, Aurélien, parce que oui, 880, ça représente un C1. oui, oui, c'est bien. C'est bien, 880. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas à les poser de vive voix aussi. Bon, on Alors, peut est-ce que... compléter sur des Ouais, éléments qui ont pas été avancés. je Donc, pense à la c'est une vie licence. étudiante, peut-être? Hein. À la vie étudiante, peut-être? La vie J'allais penser aux associative? débouchés Ouais, de la bien licence sûr. pour rassurer également sur ce à quoi aboutissent ces licences. Donc, je répète, ce sont des licences de droit français avec une spécialisation sur le droit international européen et le droit comparé à Issy-les-Moulineaux, qui aboutissent, qui vous ouvrent l'accès à des masters de droit internationaux européens ou français. Donc, vous pouvez très bien, à l'issue de ces licences, revenir vers des parcours que l'on appelle, qui sont plus classiques de droit français, comme continuer dans les spécialités. Évidemment, c'est la grande majorité de nos étudiants qui poursuit en master de droit international ou européen. Mais ça n'enferme pas. Une licence vous donne une licence avec une spécialisation vous donne une coloration, mais ne vous enferme pas dans la spécialité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas à s'inquiéter, quels que soient les domaines. C'est aussi pour les étudiants qui sont ici présents, même pour nos ambassadeurs. Ils n'ont pas d'inquiétude à avoir. Il y a du travail pour tout le monde. Après, on n'obtient pas tout le temps les rêves en or, les boulots en or, les postes rêvés, tous ceux qui se disent qui veulent être diplomates ou travailler nécessairement pour les Nations Unies. Alors, il est évident que c'est peut-être un peu, ça peut euh, être un peu une utopie sur certains postes peut-être trop élevés, quoique les rêves vous permettent de vous motiver, mais il faut rester un petit peu réaliste. Mais à côté de cela, accéder aux institutions internationales, européennes, aux ONG, aux grandes entreprises ou aux gros cabinets internationaux, euh, c'est tout à fait possible, envisageable. Se dire que vous serez avocat aux États-Unis ou que vous serez juriste dans n'importe quel pays du monde, c'est possible aujourd'hui en commençant par ces formations-là. Donc, c'est un ces licences, ce sont de beaux tremplins vers toute une palette de formations. Euh, et donc, pas d'inquiétude de ce côté-là. Il y a des nouvelles questions qui sont apparues entre-temps. Ça fait combien d'années, depuis combien de temps les licences existent-elles? 2007 pour la Lilloise et 2011 pour l'ICN. Le niveau d'anglais, C1, B2, C1, plutôt C1. Donc, ça correspond à un 15 de moyenne normalement au bac à peu près. Ça fait quand même- Il y a d'autres questions. Est-ce que sur la vie étudiante, peut-être un étudiant pour répondre à la vie étudiante, ce serait plus adapté? Qui est-ce qui a parlé le moins? Ou qui est-ce qui fait le plus la fête? Ou qui fait partie le plus des assos? Augustin, je sais que vous êtes pas mal vous avez été dans les assos. Oui, effectivement. Bah, j'ai Est-ce- fait quelques associations. Voilà, donc ambassadeur. Là, je fais partie d'une association aussi, donc une association humanitaire. J'ai été représentant de promo, enfin délégué de promo.
En fait, c'est donc tous ces engagements, non seulement ça a une valeur à titre personnel parce que ça nous permet de grandir et de rencontrer des gens, d'évoluer et de faire la fête aussi. C'est bien aussi pour le CV et c'est aussi bien pour la moyenne parce qu'à la fin de l'année, on peut la faire valoriser ses engagements auprès de la faculté et montrer qu'on a été un étudiant engagé peut nous ramener quelques, quelques points sur la moyenne finale. Moi, je recommande de vraiment prendre part à la vie associative parce que c'est ce qui nous permet de connaître le campus, de s'y sentir bien et voilà, de faire des rencontres. Et même pour la suite, comme je disais, ça nous fait grandir, donc c'est important. Mallory, Emma, Hmm. peut-être? Euh, Vas-y, Valérie. Euh, moi, du coup, je me suis engagée que là, cette année, en troisième année. Là, je suis ambassadrice et je fais partie aussi d'une association, c'est Mentalo, sur la santé des étudiants. Et je pense que oui, c'est assez important de s'engager, même ça permet de rencontrer des nouvelles personnes. Ça peut faire du bien de sortir un petit peu des révisions et voilà, de faire d'autres choses. Est-ce que tu Ouais. peux expliquer peut-être un peu en quoi consiste le rôle d'ambassadeur, par exemple, pour la FLD? Alors, le rôle d'ambassadeur consiste à représenter la fac dans divers événements. Ça peut être des forums dans les lycées, des conférences, mais on est aussi présent lors des journées portes ouvertes qu'on organise et aussi des immersions pour accueillir les lycéens. Merci, Mallory. Emma, tu souhaitais ajouter quelque chose, peut-être? Je suis complètement d'accord avec ce que Mallory disait parce que c'est vrai que je trouve que la vie associative quand même à la FLD est très très riche. On a beaucoup d'assauts. Moi par exemple, donc j'ai commencé les ambassadeurs cette année. On a aussi quelque chose qui est super, que je trouve super, ça s'appelle la clinique du droit. Donc on nous propose dès la première année d'accompagner des étudiants en M2 et donner de l'information juridique en fait dans les villes aux alentours de Lille. Et c'est super enrichissant. Moi je sais que j'étais en L1 l'année dernière et j'adorais faire ça. On a aussi une association d'art oratoire, donc je faisais partie de l'oratorium, j'étais responsable d'un pôle. Ça permet aussi de rencontrer des autres étudiants, de discuter un petit peu et c'est vrai que je trouve que c'est super enrichissant aussi. Emma. Est-ce qu'il y a d'autres étudiants qui souhaitent ajouter quelque chose? Rita, Julie? Non, pas particulièrement. Après, moi, j'ai aussi fait partie du bus de l'accès au droit. Donc, je trouve que c'est une bonne expérience en sachant que cette association-là n'existe que à la Cato. Donc, ça nous permet un petit peu, en parallèle avec nos études, de découvrir les métiers juridiques, de savoir comment correctement donner des conseils juridiques, même si nous, on est juste observateurs. Ça nous, ça nous apprend beaucoup et on a l'occasion aussi justement d'être immersés avec les avocats, donc des vrais professionnels qui, eux, exercent le métier. Et donc, on peut en profiter pour leur poser des questions sur différents sujets et ça, c'est très intéressant. C'est une asso que je conseille, en tout cas, si vous êtes à la Cato. Peut-être qu'on peut Euh, juste rajouter qu'il n'y a pas seulement des associations d'art oratoire, de débats ou de choses très juridiques, mais on a aussi le BDS, donc le Bureau des sports. Et là, vraiment, vous avez une offre de sport qui est incroyable. Plein de sports différents, plein de possibilités. On a du cheerleading, on a de l'escalade, de la boxe, etc. On a aussi le bureau des arts où vous pouvez faire pareil mais avec tous les arts. Donc des concerts, ils font du théâtre, plein d'arts différents. Et bien sûr, comme dans beaucoup de facultés, le bureau des élèves, le BDE, qui lui s'occupe plutôt par exemple, de l'intégration au début de la L1. Donc ils organisent une semaine avec des événements pour permettre à tous les nouveaux de se rencontrer, de découvrir un peu la fac et les alentours et pas arriver tout perdu les premiers jours de cours et se sentir un peu tout seul. Ça permet de créer des liens et de ne pas passer l'année stressé
et 100 personnes. Donc, ils organisent tout pour que tout se passe bien pour tout le monde et qu'il y ait un peu de cohésion au sein d'une faculté, que vous ne soyez pas perdus. Le style de vie entre les étudiants lillois et parisiens est quand même un peu différent. À Lille, l'université est implantée dans un quartier spécifique. Le quartier Vauban est un quartier qui est dédié à l'Université catholique de Lille. Et puis la ville est très tournée autour des étudiants. C'est-à-dire qu'elle est très active de septembre à mai-juin. Et puis, quand elle est désertée par les étudiants, c'est pas du tout la même ambiance. Il y a vraiment un impact des étudiants sur la ville lilloise et il y a énormément d'activités autour des étudiants à Lille. Euh, à Paris, on est plus dans l'effervescence parisienne et c'est pas du tout le même style d'ambiance. Le campus, alors à partir de septembre, ce sera un magnifique bâtiment avec une vie de campus à proprement parler. Mais les étudiants sont moins cantonnés à un quartier particulier. Les étudiants ont plus vocation à vivre soit à Paris, soit en fonction de là où ils viennent. Certains habitent encore chez leurs parents, ce qui est moins le cas souvent d'étudiants lillois. Donc voilà, c'est des éléments aussi à anticiper on sait que les parents ou les étudiants eux-mêmes les prennent en considération. L'accès au logement, le style de vie est beaucoup plus accessible et rassurant à Lille, et beaucoup plus stimulant mais en même temps avec un gap, un fossé plus important entre euh, de vivre d'un seul coup dans une grande ville comme Paris. Voilà, à Paris, il y a aussi l'accès à de nombreuses opportunités, bien sûr, parce que c'est la capitale et qu'il y a beaucoup d'institutions, d'organisations, de conférences. Il y en a beaucoup aussi à Lille, mais à Paris, disons que ça concentre, il y a une charge importante. Et d'ailleurs, nous organisons un certain nombre de liens avec ces institutions, avec d'autres lieux de formation ou de fondation qui permettent de compléter la formation et qui peut être favorable pour les étudiants d'avoir accès à ces opportunités. Sur le plan professionnel, je pourrais juste ajouter par rapport à ce que tu as dit aussi, Aurélien, c'est que pour les étudiants en fait de la licence, mais ça vaut pour toutes les licences, c'est que avant de débuter une licence, on a quelques idées sur ce que l'on veut faire professionnellement, mais ces choix se modifient très souvent au cours des 3 années de licence, déjà pour le choix des masters qui suivront, et puis tout simplement parce qu'on découvre au fur et à mesure le champ des possibles. Et puis, nous organisons aussi quelque chose qui est très stimulant pour les étudiants de la licence Euro, c'est les rencontres alumni. C'est-à-dire, nous faisons venir des étudiants qui sont soit en voie de terminaison de leurs études, soit en début de carrière. Et cela leur permet de témoigner de leur parcours, de la façon dont ils ont fait pour intégrer le monde professionnel, des avantages qu'ils ont pu trouver ou valoriser auprès justement des entreprises, des cabinets des avocats, des ministères, des institutions dans lesquelles ils sont employés en France ou à l'étranger. Et c'est souvent très, très stimulant d'avoir des échanges avec les alumni de la licence européenne, qu'ils soient de Lille ou de Paris. Y a-t-il d'autres questions? Il y avait une question dans le chat. Quel est le meilleur moment pour effectuer les stages? Je ne sais pas si on en a parlé, mais Ah, peut-être juste. oui, Ouais. alors, vous pouvez peut-être y aller. Je vous Ouais, en je prie, laisse un Ophélie. étudiant répondre. Comme vous voulez. J'allais juste te dire, c'est vrai que c'est parfois compliqué de trouver des stages et souvent c'est plus simple quand on est un petit peu plus âgé parce qu'on a un peu plus de connaissances et ça peut être plus intéressant. En L1, c'est un peu compliqué. Souvent à partir de la L2 ou de la L3, on a un peu plus de connaissances. En fait, les matières qu'on va commencer à étudier en deuxième année sont des matières peuvent être plus utiles dans le monde du travail, alors pas plus utile en général, hein, les matières de la L1 sont très intéressantes, mais c'est des matières qui peuvent nous servir, notamment le droit des obligations qui est important. Et donc c'est vrai que
à partir de la L2, c'est plus pratique. Et sinon, meilleur moment, on a beaucoup de vacances d'été. Donc, c'est un moment qu'on peut dédier justement à notre expérience professionnelle. Parce que pendant le reste de l'année, on n'a pas énormément de pauses. Sauf si vous trouvez des moments, moi je sais que je vois pas trop quand faire des stages pendant l'année. Je sais pas si mes collègues ambassadeurs ont un autre avis, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose. Effectivement, à partir de la L2, L3, c'est potentiellement plus simple. Enfin, moi, j'ai fait mon stage en L1, donc j'ai réussi à le trouver quand même et tout. Et alors, faut pas attendre la L3. Ce que je conseillerais, c'est de faire un petit peu chaque année, de faire des demandes en L1, faire des demandes en L2, faire des demandes en L3, sachant que je ne sais pas si je vais me faire taper sur les doigts en disant ça, mais n'hésitez pas à utiliser vos contacts, utilisez vos pistons, parce que de toute façon, c'est aussi comme ça que ça marche. Les gens que vous connaissez, qui connaissent des gens, qui connaissent des gens, ça, c'est vraiment important aussi, et surtout quand on est jeune, L1, L2, L3. C'est aussi comme ça que ça va fonctionner. Donc, commencer dès la L1, sachant qu'en L3, l'été est pas vraiment compris dans les 3 ans pour pouvoir faire un stage. Ou alors, faut avoir signé sa convention de stage avant le 1er mai. Bon, bref, c'est un peu particulier, mais voilà, L1, L2, c'est l'idéal. Et après, la L3, ça nous permet déjà d'avoir une petite expérience pour prétendre à des stages qui sont potentiellement un peu plus prestigieux, si je peux dire. Oui, puis rien ne vous empêche de faire d'ailleurs plus de 8 semaines de stage, hein. On a des étudiants qui font 12 semaines, voilà, parce qu'ils estiment que pour eux, pour leur formation, leur CV, ça sera favorable. Donc, vous pouvez en rajouter si vous le souhaitez, bien évidemment. Mm. Sachant que l'année se termine relativement tôt, au mois de mai. Donc, ça laisse quand même un temps pour les stages qui n'empêche pas de partir aussi un petit peu en vacances, parce qu'il faut aussi se reposer. Je, je me permets de rajouter là-dessus que je suis assez d'accord sur le fait que c'est important de chercher assez tôt dès la L1, même si on a parfois pas mal de réponses négatives. Euh, Personnellement, j'ai trouvé un stage en première année et j'ai fait mes 8 semaines de stage dès la première année en Espagne. Et je pense qu'il faut simplement envoyer des mails et puis tester. Après, ça peut être parfois décourageant de recevoir des réponses négatives et parfois pas de réponse du tout. Mais faut pas, enfin, je pense qu'il faut pas abandonner et c'est faisable quand même de trouver des stages, même si on a peu d'expérience, il y aura forcément quelqu'un qui nous prendra, je pense. Alors, y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas dans le fil de discussion, de vive voix. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui viennent enfin, hors région parisienne, pardon, ou métropole lilloise. Peut-être on peut évoquer la partie logement, la partie vie sur le campus. Si vous pouvez un peu nous dire euh, si vous venez de loin, nos étudiants. Oui, moi, j'habite à côté de Reims, donc ni Lille ni Paris. Et en ce qui concerne les logements, je vous conseille de vous y prendre à l'avance. C'est pas toujours facile de faire les déplacements quand on n'habite pas dans la ville et de faire des visites d'appartements, etc. Mais si vous y prenez à l'avance, il n'y a pas de raison de ne pas trouver. Je vous conseille, ça peut paraître logique, mais je vous conseille de prendre plusieurs visites le même jour si vous venez sur l'île ou sur Paris pour trouver des appartements. Faites plusieurs visites parce que parfois, il m'est arrivé que moi, j'arrive sur l'île et que une des personnes m'appelle pour dire bah, l'appartement est pris. Donc si j'avais pas d'autres visites, je serais venue pour rien. Essayez de vous y prendre à l'avance et n'hésitez pas aussi à regarder les résidences étudiantes qu'on a à la Cato. Pareil, il faudra vous y prendre à l'avance, mais il n'y a pas de raison si vous pouvez trouver. On a
on a des résidences, hein, on en a plusieurs à la Cato, si je ne me trompe pas. Il y a aussi d'autres résidences, si ça vous intéresse, par exemple, si vous êtes boursier, où il y a les résidences Crous. Donc, vous pouvez trouver soit avec un particulier, soit dans les résidences, si vous y prenez assez tôt. Tout à fait. Je vous remets le lien du hall au logement et vous avez la liste de toutes nos résidences euh, sur les deux campus. Je ne sais pas s'il y a d'autres étudiants qui souhaitent intervenir. C'est vrai qu'en général, on conseille de s'y prendre juste après les résultats Parcoursup, parce que c'est vrai que les logements partent vite, on s'en rend pas forcément compte, mais il y en a beaucoup, mais comme il y a beaucoup d'étudiants à côté aussi, on conseille de s'y prendre très vite. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter, mais ça a été dit aussi par mes collègues. Y a-t-il Bon, s'il n'y a d'autres pas d'autres questions, on n'est pas questions? obligé de faire durer. Non, 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 pas du tout. Non, hein, je pense qu'on est bien là. Alors, pas d'autres questions dans le fil de discussion. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Ben, écoutez, ne vous auto-sélectionnez pas. N'ayez pas de crainte sur le processus de sélection. Laissez-nous faire notre travail. On pourra appréhender nous-mêmes si vous avez le niveau requis pour intégrer les formations. Avec tous les algorithmes, le système de Parcoursup, il y a quand même beaucoup de candidatures qui sont souvent qui sont pas assez sérieuses. Et donc, on aurait tendance à dire que le ratio entre les candidats et les admis est de 1/2 au final, hein, une fois que vous avez supprimé toutes les candidatures qui ne sont pas sérieuses. Donc, n'ayez pas de crainte, n'ayez pas l'impression que ce soit ultra sélectif. C'est effectivement un petit peu sélectif pour s'assurer que vous puissiez suivre les cours. Mais regardez, même Monsieur Dorn, avec 10, 11 de moyenne, a réussi à intégrer la formation et il s'en sort très bien aujourd'hui. C'est un très bon étudiant, donc vous n'avez pas de crainte à avoir de ce côté-là. Vous n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez vu que les ambassadeurs sont plutôt au taquet. Et que vous pouvez les contacter, de même que si vous avez des questions auxquelles on n'aurait pas répondu aujourd'hui, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Et puis, au plaisir de vous revoir pour c'est quel jour exactement, Lucie, la journée des sélections? Le Le samedi 4 4 mai, hein? mai, Le tout à 4 mai, fait. hein. Le 4 mai pour l'ensemble des licences auront lieu les tests de sélection via Parcoursup. Et donc, on le présentera à ce moment-là. Xavier, un petit mot ou j'ai tout dit? Oui, ouais, tu as dit l'essentiel, l'essence de ce qu'il y avait à dire. Donc, oui, de toute façon, tous les étudiants qui souhaitent postuler et ceux qui intégreront l'une des deux licences seront en tout cas les bienvenus et nous les accueillerons avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Merci à nos ambassadeurs. Merci, Lucie, Merci pour le beaucoup. soutien. Bonne Et bonne soirée à soirée tous. à toutes et à tous. Merci Au et bonne revoir. soirée. Au Merci, revoir. au revoir. Bonne soirée.